Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec une actualité très chargée. On va parler de justice et de politique, on va parler d'immigration, on va parler de start-up aussi avec Florence Mercadet. Bonjour. Bonjour Patrice. Avocate au barreau de Versailles. Oui. Jean-Charles Lajoigny. Bonjour. Bonjour, vous êtes éditeur. Toujours. On parlera tout à l'heure de votre dernière parution, Jackpot. Le chef-d'œuvre absolu. Il paraît que c'est politiquement très fort, correct, tout ce qui va vous plaire. Très bien. Et qui va plaire à Stéphane Monson surtout. Ah, ça, j'en suis sûr. Oui, beaucoup. Bonjour Patrice. C'est professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, ça va bien? Très bien, merci. Et Magdalena Beauconduit, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice de Ubis. Tout à fait. Et vous allez nous dire ce qu'est Ubis. D'accord. Alors Ubis, c'est très simple, c'est une intervention. C'est une start-up. C'est une start-up, intervention 360, je dirais, communication, marketing pour les start-up et les PME. D'accord. Vous occupez donc des autres Exactement. start-up. J'interviens sur différents domaines. Et vous êtes où? À Guyancourt. À Guyancourt. À Guyancourt. Dans le ce qu'on appelle enfin, le réceptacle des start-up, c'est ça? Exactement, tout à fait. Très bien. Donc on reparlera avec vous parce qu'il y a eu le président de la République, justement, l'autre jour a reçu, il y a une réception à l'Élysée où il a demandé justement aux entreprises d'investir un peu plus dans les start-up. Et c'est vrai qu'on est assez en retard, au fond, dans les nouvelles technologies, en France et en Europe. On en reparlera tout à l'heure. Mais l'événement, on va commencer par l'événement. Alors l'événement, c'est les rapports entre la justice et la politique. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a eu le procès Balkany, il y a actuellement l'affaire Mélenchon. Il y a eu aussi ce jugement, on peut peut-être commencer par là, je voudrais savoir ce que vous en pensiez, du tribunal de Lyon, qui a relaxé des écologistes qui avaient décroché des portraits du président de la République. Et ils ont, pour relaxer ces écologistes, on a invoqué le principe de l'état de nécessité. Qui veut réagir sur cette décision déjà? Oui. Voilà. Alors en fait, l'état de nécessité, c'est une création jurisprudentielle qui date de mémoire de 1885, enfin fin de. Moi, je connaissais l'état de nécessité, par exemple, quelqu'un volait dans un supermarché parce qu'il n'y avait pas d'argent, pas de quoi vivre. Donc on disait c'est l'état de nécessité. Oui, mais c'est une création jurisprudentielle, donc c'est pas dans le code, avec une définition dans le code pénal. Et donc l'état de nécessité peut recouvrer tout type d'état de nécessité et pas exclusivement le fait d'une femme qui va aller voler du pain parce qu'il faut qu'il donne à manger à ses enfants. L'état de nécessité tel que ça a été développé par le juge à Lyon, c'est de dire qu'il y a un espèce de vide politique actuel du gouvernement sur les problématiques écologiques et qu'il y a un état de nécessité de réagir par rapport à cette problématique environnementale qui est une problématique dramatique et évidente. Et que le fait... Alors, c'est pas qu'ils l'aient décroché. Ils ont été poursuivis pour vol. Parce qu'en fait, ils l'ont décroché et ils l'ont pris. Mmh. Et donc, on se retrouve sur le vol comme le vol dans les supermarchés ou de pain, selon, justement, sur ce fondement de l'état de nécessité. Donc, il y avait une nécessité, selon le juge, de décrocher et de voler il y avait une nécessité. Le portrait du président de la République. Oui, c'est ça. Le fait qu'ils aient décroché et qu'ils soient partis avec, c'est un état de nécessité pour alerter... notamment l'autorité de l'État sur le fait qu'il y a un vide et qu'ils ne font pas assez pour l'environnement. Est-ce que c'est le rôle du juge de dire on fait assez ou pas assez pour l'environnement? C'est ça le problème quand même. Oui, mais est-ce que c'est un état de nécessité que d'alerter le politique? Alors par exemple, si les mêmes décrocheurs décident d'enlever un adjoint au maire sur le même procédé en oui, disant, mais là, c'est pas un état de nécessité. L'état de nécessité est lié surtout au vol. Après, c'est pas lié. C'est un crime, oui. Je croyais que l'état de nécessité, c'était de la planète, là, non? Là, c'est la planète, mais c'est lié au vol. Ah oui, donc voilà. Pour la planète, le vol, on admet, mais le rapt, on n'admet pas. Donc c'est les juges qui vont décider que pour c'est pas les juges, parce que le rapt... On est au-delà de tout. Non, mais c'est le début. C'est pas scandaleux que des juges se disent c'est à nous de dire si la politique est bonne ou pas bonne. En gros, c'est ça. C'est le début de la fin. Non, mais ce juge-là, et en dehors de cette affaire, est un juge qui est sur les affaires les plus spéciales à Lyon, et il n'est pas réputé pour être quelqu'un de gauche révolutionnaire, pas du tout. C'est quelqu'un qui applique le code et qui n'est pas forcément laxiste. Donc s'il l'a fait, c'est avec un raisonnement juridique. Voilà, moi j'ai lu le jugement, et très franchement, je trouve que c'est pas du tout choquant. Ah bon, pas du tout choquant.
Sur cette question, très honnêtement, je ne serais pas forcément très compétente pour pouvoir... D'accord. Alors Stéphane, quand même, le juriste. Je suis pas le Enfin, seul. les juristes, ils sont là. Voilà, nous avons une juriste qui dit ce jugement est pas... Et au fond, et on verra ce que la Cour On va d'appel voir. dira. Et à mon avis, je sais déjà ce que dira la Cour d'appel, mais... Moi qui ne suis pas joueur, je suis prêt à parier sur évidemment la censure de ce jugement. Bien entendu, parce que... parions. Oui. Parce que sur le plan strictement juridique, l'état de nécessité, c'est ce que Maître Mercadé-Choquet a évoqué, mais en oubliant quand même un détail, c'est que l'état de nécessité, jusqu'à présent du moins, à moins d'un virement, mais c'est pas un juge unique qui va en être à l'origine, l'état de nécessité, c'est conçu comme étant l'ultime moyen pour justifier la commission d'un fait qualifiable d'infraction. De là à se dire que le moyen ultime pour alerter non seulement le pouvoir politique, mais l'opinion publique sur les questions liées au dérèglement climatique, c'est de voler des portraits du président de la République dans les mairies, c'est là que ça ne tient pas. Dans le caractère ultime du moyen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand on est dans l'état de nécessité, on ne peut pas faire autrement. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà ce que veut dire ça, nécessité. Nécessité, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est en cela que, sur le plan juridique, ce jugement, de mon point de vue, ne tient pas. Alors, il y a le point de vue juridique, mais il y a quand même un point de vue politique, quand même. C'est une intervention dans la politique d'un juge du droit, non ? Est-ce que c'est au juge de dire on en fait assez ou pas assez en matière d'écologie? C'est ça ça pose cette question quand même. Et puis ça pose aussi une autre question, c'est-à-dire que c'est légitimer la désobéissance civile, c'est légitimer le non-respect de la loi. Enfin, ça envoie un message à la population qui est absolument monstrueux en disant oui, si la cause est bonne, allez-y, lâchez-vous, faites ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, la jeunesse qui est quand même par définition souvent un peu irresponsable, enfin là ça va être démentiel. Ils vont dire ok, on y va les gars, on a le blanc-seing de la justice, on est soutenu, on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, c'est pour une bonne cause, allons-y. La loi c'est pas grave, c'est pour les autres. Demandons aux gens qui polluent de respecter la loi, mais nous on est contre la pollution, donc on peut s'affranchir de la loi. C'est-à-dire, c'est un message. Si des jeunes qu'on essaie de former s'y retrouvent avec des messages pareils, là, chapeau. Alors j'entendais l'autre jour Philippe Tesson qui disait avec un peu de malice, si le jugement de Lyon dit ça, les Balkany peuvent faire ce qu'ils veulent. Je suis pas sûr que ce soit un état de nécessité de frauder le fisc. On voit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que si tout est possible, allons-y. Justement sur l'affaire Balkany. Alors il y a le jugement qui est ce qu'il est. Après, ce qui peut faire débat, en tout cas, c'est le fait qu'on l'ait mis en prison immédiatement, comme s'il était dangereux pour la société, s'il allait violer des enfants, enfin, je ne sais pas. Non, pas du tout. C'est pas pour ça. Parce que le fait de déposer un mandat de dépôt et que le mandat de dépôt soit accordé par le tribunal, c'est pour, non pas une histoire de trouble à l'ordre public, mais c'est pour éviter que la personne s'enfuit. Et on peut se poser la question... Vous pensez que s'il avait dû s'enfuir, il ne serait pas enfui depuis longtemps? Enfin, c'est quand même... Non, parce que je pense qu'il... son passeport depuis 2 ans. Oui, mais il peut... Ça n'empêche que sans passeport, on peut... Il aurait pu... mais là, je pense que... Il aurait pu pas se présenter. Voilà, donc ce que le tribunal a retenu, c'est qu'une personne qui est une personne publique, qui détient l'autorité publique, notamment en étant maire, puisse commettre des fraudes à ce niveau-là, et quand même, alors il est condamné pour ça, et je pense que derrière leur tête, au mois d'octobre, il va y avoir un jugement qui va être, je pense, assez sévère, qui va tomber, et ils craignaient, à mon avis, c'est pas ce qui est dit dans la décision sur le mandat de dépôt, je pense qu'ils craignaient qu'ils puissent s'enfuir et que juste pour ça. Alors quand même, si on reprend, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. S'il devait s'enfuir, il serait enfui depuis longtemps. C'est rare de voir un avocat se réjouir de l'embastillement d'un. Je ne me réjouis pas, j'explique. Oui, vous avez l'air quand même contente. Oui, on sent un petit sourire. Oui, mais enfin, je trouve que ce qu'il a fait est extrêmement grave. C'est quelqu'un. Ce qu'il a fait est extrêmement grave. De quoi? Pourquoi vous dites ça? Non, mais juste 11 millions. Le jugement reconnaît qu'il n'y a pas un détournement de fonds publics. Non, mais c'est pas ça. D'argent public. Non, mais fraude fiscale, 11 millions.
Comment 11 millions, on ne sait pas. 11 millions, fraude. c'est 11 millions, c'est tout à fait contestable. Là, ça porte sur 4 millions. Voilà. Non, mais comment quelqu'un qui représente l'État peut ne pas... Bon, il est maire... Alors pourquoi donc Jérôme Cahuzac, qui était ministre du budget, qui était chargé de poursuivre la fraude fiscale, n'a pas été un jour en prison? Qui a menti devant la représentation nationale, devant le président de la République. Et vous dites que c'est pas... Et là, c'est pas politique. Pour Balkany? Il me semble, il me semble que c'est quand même 2 poids 2 mesures. L'autre était quand même ministre du budget, chargé de poursuivre la fraude fiscale. Il fraude lui-même. Oui, mais on lui met un petit bracelet. Non, mais pas au niveau de M. Balkany. Et puis après, je veux dire, la Cour d'appel, là, de toute façon, il a fait appel. Ministre du budget. Il a fait... Ancien président de la Commission des finances. Fini, Cahuzac. Pardon? Ce type est fini. C'est terminé. Bon, il rase les murs, il baisse la tête, c'est terminé. Non, mais attendez, pardon, je ne demande pas qu'on le mette en prison du tout, comprenez-moi. Mais je m'étonne quand même que... Non, mais et puis M. Balkany, il a quand même une... Vous parlez de représentants de l'État, il y en avait un qui était plus représentant de l'État que l'autre, quand même. On n'est pas sur le même niveau de fraude. Bon, donc, M. Balkany, lui, il n'a jamais regretté, il est fier de lui, quoi. Il a un cynisme terrible. Et comment ce type, il est dangereux pour la société puisqu'il ne paye pas ses impôts. Le fait de ne pas payer ses impôts... C'est dangereux pour la société? Oui, ça fait des trous dans le budget de l'État, que je sache. Enfin, donc, c'est quand même... L'évidence, c'est qu'il ne peut plus frauder, il ne peut plus rien faire maintenant, donc on est non, tranquille. Donc voilà. C'est bien son saisi. Mais d'accord, non, mais son incarcération ne change rien au... Cela étant, il y a eu d'autres personnes. Oui, non, mais il y a d'autres personnes célèbres qui n'ont pas eu de mandat de dépôt parce qu'ils ont fait de la détention provisoire aussi, comme Tapi, par exemple, ou d'autres, Carignon. Tapi a fait de la prison. C'est bien ce que je dis. Ouais. Mais il a fait de la détention provisoire. Ouais. Après, il n'y a pas eu... Non, sur le jugement au MVA, il était condamné à la prison. Oui, mais quant à Carignon, les charges étaient un petit peu plus compliquées. Oui. Donc, alors Carignon, c'était plutôt de l'argent public, pour le coup. Oui, et puis il n'y avait pas que de l'argent public. Il y avait de la corruption, il y avait aussi des histoires de menaces. Pour M. Balkany, la corruption, c'est au mois d'octobre. Voilà. Après, pardon, la seule chose où je pourrais rejoindre un tout petit peu Florence, c'est que je trouve ridicule qu'on ait mis Balkany en prison, mais ce que je trouve aussi ridicule, c'est l'attitude de certaines personnalités qui passent leur temps à réclamer que toutes les peines soient exécutées et qui sont horrifiés que tout le monde n'aille pas en prison systématiquement, et quand là, on met quelqu'un en prison, ils sont choqués. Donc, moi, c'est pas ma position, mais voilà, je trouve que quelquefois, il y a la peine de 4 ans, la peine de 4 ans n'est pas aménageable tout de suite, alors que son épouse a pris 3 ans, et là, on est sur des peines aménageables. De toute façon, il va sortir, là. Ça, il verra ce que la Chambre de l'instruction va décider. Parce que l'appel, en principe, est suspensif de la condamnation. Si la Cour d'appel dit qu'il n'y a pas eu un mandat de dépôt, il va sortir tout de suite. Oui. Voilà. Magdalena ? Alors, ce n'est pas le même niveau de fraude, c'est ce que vous disiez. Et il y a une question qui me taraude. Est-ce qu'on est capable, en mesure, d'aller vers une forme d'homogénéisation, finalement, des jugements? Parce qu'on le considère, j'ai cru comprendre, un peu comme une forme de bouc émissaire pour certains. D'une forme, M. Balkany peut-être considéré comme figure de proue pour certains d'une forme d'injustice. Donc, est-ce qu'on peut aller vers de l'homogénéisation Est-ce que c'est à la justice? Parce que vous posez une très bonne question. Est-ce que c'est à la justice de faire des exemples? C'est ce que j'entends. J'essaie de comprendre l'opinion publique. Pour certains, il y a une forme d'injustice. Vous posez une bonne question. Est-ce que c'est à la justice de faire des exemples? Est-ce que c'est à la justice de faire de la morale? C'est ça la vraie question. C'est aux élus. C'est aux élus de garder. Mais est-ce que parce qu'ils ne sont pas un comportement moral, est-ce que les juges doivent les obliger à le faire? Après, on pourrait aussi s'en remettre à une sorte de jeu démocratique en disant Balkany, tout le monde sait ce qu'il fait depuis à peu près 30 ans, et à chaque fois il est réélu au premier tour. Et à Levallois, les gens sont ravis de ce Et justement, globalement. Donc voilà, puisqu'il y aura appel, probablement, rien ne va l'empêcher d'ailleurs de se présenter probablement à la mairie de Levallois. S'il est réélu, ça posera d'ailleurs une question intéressante d'ailleurs. Ça lui est déjà arrivé. Oui. Il s'est déjà présenté, il a monté une liste alors qu'il avait été condamné. Il avait été battu, en 95. Il avait été invalidé parce qu'il avait quitté la mairie et puis il s'est représenté après et réélu au premier tour. Mais ce sera intéressant de voir quels sont les comportements des habitants de Levallois. Pour vous répondre, le pénal n'est pas là pour homogénéiser puisqu'on est sur chaque cas individuel. Mais chaque cas est individuel. Donc, chaque cas est individuel, donc on ne peut pas homogénéiser pour tout le monde.
les peines en disant... Bien sûr, ça serait compliqué et complètement donc c'est des utopique. cas individuels. Exactement. Donc M. Balkany était jugé pour un cas individuel. Exactement. Voilà. D'accord. Entre ces 2 maisons non déclarées, entre ces millions non... système, voilà. Donc c'est un système... Les sociétés offshore, voilà. enfin, c'est un vrai système. Ouais, non, mais c'est un Oui, délinquant. c'est un vrai C'est un vrai délinquant. Encore une fois, Donc, c'est pas de l'argent public, c'est de l'argent qui vient alors, d'héritage, non, mais si, etc. c'est de l'argent C'est public. probablement de montages qui viennent de loin. Mais oui, ce sont des deniers publics qui manquent. Oui, Donc oui, c'est un problème d'argent public. Personne ne conteste ça, mais Voilà. c'est pas de l'argent public qui est détourné, c'est pas. Non, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, c'est pas parce qu'on dit c'est pas de la... Dans ce cas-là, vous allez aller sur tous les... Non, mais c'est une mais j'ai affaire pas pris privée. de l'argent public, donc c'est pas... C'est une affaire privée. Bah oui, mais enfin c'est une affaire privée qui est Pareil, délictuelle. c'est pas le même niveau quand même. Ah bon, non, quand c'est pas le même niveau. En tout, il y a 16 millions. Enfin non, je ne suis pas du tout sur ça. Non. Si, entre la valorisation des 2 maisons... Non. Mais Ça, si, bien sûr. c'est des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Enfin bon, peu importe. Bon, je vais arrêter de toucher à votre ami, monsieur Balkany. Non, son ami, c'est Bayrou. Non, mais tout ce qui commence par B. Et alors, avant peut-être Mélenchon, il y a le... Parce qu'il va falloir parler du procès Mélenchon qui est actuellement. Il y a aussi, on a appris que le François Fillon serait jugé juste avant les municipales. Mais avec son accord. Avec Avec son accord. son accord lui-même. Voilà, Ça, c'est- lui-même alors- a donné son accord, et je pense qu'il a donné son accord. Quelque part, c'est un peu aussi un coup de pied sur ses petits camarades de LR. Ah oui, Ouais. Il y a un côté Attila, oui. Ouais. Après lui, parce que Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, dit bah, ça c'est l'agenda judiciaire. L'agenda judiciaire n'a pas à tenir compte des agendas politiques, ce qui est une... l'agenda Mais- avec Fillon, il a quand même toujours été bizarre, parce que Oui. la justice Oui, n'a quand jamais même. été aussi rapide Ouais. que pour s'attaquer à Fillon avant les présidentielles. Là, l'agenda veut que, comme par hasard, ça arrive avant les municipales. Oui, il est d'accord. Oui, ah ben non, mais On lui, lui a qu'il oui. soit d'accord pour emmerder tout le monde, Oui, vu ben que voilà. tout le monde l'a... Enfin, il a tout raté. Enfin, voilà, il se voyait président 15 jours après, il n'est plus rien. Voilà, donc on peut comprendre qu'il soit un peu... fâché. un peu énervé contre sa famille politique et contre tout le monde. Donc, que lui, avec ça... Donc, c'est intéressant tout ce que vous dites, parce qu'on voit bien qu'il y a une intervention du monde judiciaire dans le monde politique. Bien sûr. C'est ça que c'est Ah au oui, fond. Parce que oui, je veux bah dire, non, c'est- derrière tous ces faits, non, vous n'êtes pas d'accord. Non, il n'y a pas une intervention. La justice, l'autorité judiciaire fait son travail. Ouais. Elle fait son travail. Et heureusement, au titre de principes qui sont essentiels, qui sont fondamentaux, qui construisent notre ordre social, notre ordre politique. La justice fait son travail. Voilà. Alors, ce qui est nouveau, c'est que tous les élus qui avaient maille à partir avec la justice concluaient par j'ai confiance en la justice de mon pays. Oui. Et puis là, c'est fini. Oui. Maintenant- Là, Mélenchon qui dit je n'ai confiance en personne, même pas dans la justice. Bon, mais au regard de principes essentiels, enfin le pacte social, comme le dit le jugement contre Balkany, enfin rendu à l'égard de Balkany, est suffisamment en lambeaux, suffisamment déchiré. La justice fait son travail. Elle est là pour ça. Avec, en effet, une chronologie qui n'est pas celle du monde politique. Oui. Voilà. Moi, je ne vois pas d'intrusion. À chaque fois que la justice fait son travail, on dit justice politique, opération main propre. Mais par machin, exemple, etc. le calendrier de l'affaire Fillon, vous pensez qu'il est pris totalement la par justice, hasard et pendant que la présidentielle, pendant la c'était campagne, le temps. c'était une situation unique, une situation complètement inédite. L'affaire est sortie dans le Canard enchaîné, qui est généralement très bien informé, et la justice le dira, mais manifestement sont des sources très sûres, très fiables. Il n'y avait pas d'autre solution que d'intervenir pour la justice. Oui, mais avec une rapidité. Et ne Non, pas- il n'y a pas de rapidité. qui force Non, le respect, 3 comme ans. dans l'affaire 3 Fillon. bien sûr. L'affaire Fillon, 3 ans. 2016. Mais On est en 2019. tout ce qui a été à charge jusqu'à l'élection présidentielle. Tout est tombé pendant la On n'a campagne. jamais vu la justice aussi rapide pour Et informer. après, il y a un petit moment entre ça et le Voilà. procès, quand même. oui, Ça, bien sûr, mais, 3 ans. enfin, quand Comme même. pour les autres. Oui, non, mais ça pose des problèmes. Est-ce que ça devrait pas être plus rapide, alors, pour le coup, enfin, à un moment plus rapide ou plus lent, je ne sais pas, mais au moins qu'il y ait un délai qui soit
qui puissent être c'est le délai de la justice, malheureusement. Enfin, il est quand même indéniable que ça va être quand même préjudiciable à la droite, ce procès. Il commence. Où on en est. Ah Il n'y aura pas de décision. Ça, c'est l'ultime argument. Si c'est ça, on n'est pas sur un point de vue très juridique. Là. Non, mais le point où elle en est. Là, on est dans... Non, mais puis Jean-Charles, il n'y aura pas de décision au moment des municipales. La décision ne sera pas rendue. Cela dit, pourquoi c'est on va préjudiciable à la droite? Parce que, après tout, je vous dis, vous pouvez être de droite et ne pas payer votre femme à rien faire. Enfin. Non, mais en quoi ça serait franchement, on peut être de droite et pas payer ses impôts. Oui, mais on n'oubliera pas, de gauche aussi. On n'oubliera pas de rappeler d'où vient Fillon, où il en était, de resituer. On peut faire confiance à une certaine presse aussi pour bien nous expliquer que c'est une famille politique, qu'il était à la tête de cette campagne électorale, qu'il était censé être président, qu'il avait gagné la primaire par rapport à tous les autres. Enfin, on va tout relancer. Et voilà, pour plomber la droite, il n'y a pas mieux. Ça aura un effet. Mélenchon, sous-titre de son livre, Procès politique. Le complot dans toute sa splendeur, la sortie de route qui continue. C'est fini, quoi. Ouais. C'est pitoyable. C'est du délire permanent. Ah oui. Ah oui. Magdalena, Pas vraiment. Sur, si vous voulez défendre Mélenchon, vous seriez la seule ici. Non, parce qu'il dit quand même qu'il y a eu une dénonciation par une députée Front National et que c'est le seul à ce moment-là qui a été sur lequel chez qui il y a eu une perquisition. Il y a eu des perquisitions au siège du MoDem. Ouais. Votre ami Bayrou n'a pas ordonné d'enfoncer une porte et n'a pas malmené les autorités. Non, il a même dû démissionner du gouvernement. Marine de Sarnez. S'il est si malheureux que ça en France, une dictature, etc., peut demander l'asile politique au Venezuela. Je pense qu'il sera accueilli comme un héros. Bon, si personne défend Mélenchon, c'est autre chose. Non, c'est dommage parce que c'était un esprit intéressant, un esprit très talentueux. Vous pensez que ça va durablement je pense que l'affecter. C'est fait depuis cet épisode filmé en plus. Alors, c'est vrai que ça on a vu aux européennes notamment. Il y a eu des conséquences électorales importantes. Non, puis d'être là, moi je suis un élu de la République, c'était totalement ridicule, quoi. Comme si il était intouchable. Est-ce que, parce que les Insoumis, c'est pas que lui, ça pose peut-être aussi le problème de sa place dans ce mouvement. Et peut-être que d'autres aussi qui ont envie de sauver leur peau. Après tout, ils ont une dizaine de députés. Les européennes, il y a eu un peu de il y a des gens qui ont quitté le mouvement d'ailleurs. Bien sûr. Des députés notamment. Mais ça pose aussi la question des partis en France. Un parti qui est tellement identifié à une figure, la République en marche, dans une autre mesure, mais c'est pas loin d'être la même chose, qui est tellement incarné par une personne, ça fragilise énormément les choses. La France insoumise sans Mélenchon, la République en marche sans Macron, c'est plus vraiment grand-chose. Et avec Ferrand à votre avis, il doit démissionner ou pas? On parle toujours des ministres qui doivent démissionner quand ils sont mis en examen. Alors, la ministre de la Justice... Je soutiens Mélenchon, qui a demandé à propos de Ferrand, attention à la présomption d'innocence quand même. Oui. Donc, non, mais la ministre de la Justice, Mme Belloubet, dit le ministre et un président de l'Assemblée, c'est pas pareil. Oui, parce qu'on a parlé qu'il est élu, parce qu'il est choisi par ses pairs, entre guillemets, jurisprudence Balladur, qui avait, pour le premier, dit à ses ministres, alors il y a eu Carignon à un moment, qui va se représenter à Grenoble. Voilà, les électeurs. Voilà, mais enfin, il a payé, Carignon. Il a payé, absolument. Il a payé. Et d'ailleurs, c'est pas inintéressant ce qu'il raconte sur la prison, etc. Alors, je peux vous faire une confidence. Je l'avais vu après sa sortie de prison. Et le voici. J'avais discuté avec lui. C'est comme quoi les hommes politiques sont formidables. Et il m'a expliqué sa vie en prison. Et il m'avait dit, au bout de 6 mois, il y aurait eu des élections. J'étais élu président de la prison. C'est extraordinaire quand même. Mais vous savez, il se murmure que Balkany aurait fait aménager un riad à la prison de la Santé. En tout cas, j'espère qu'il va avoir une meilleure nourriture parce que c'est pas bon. Oui. Non, mais à l'évidence, pour en revenir, il ne faut pas qu'il démissionne. On a vu, par exemple, François de Rugy démissionner pour cette histoire grotesque. Oui, Rugy démissionnait alors qu'il n'y avait même pas de mise en examen. Là, un truc qui n'a aucun intérêt, etc. Il a démissionné beaucoup trop vite. Moi, la seule question que je me pose, c'est comment est-ce que Macron et Édouard Philippe ont pu le laisser démissionner
au lieu de lui dire, maintenant, il reste là, je veux dire, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est aberrant. Peut-être que ça les servait un peu. Oui, Oui, mais enfin, non, sur l'image, c'était l'occasion de l'exfiltrer, peut-être aussi, sur non, l'image, c'est quand même curieux, puis enfin, non, c'est ridicule, à ce moment-là, il suffirait de porter plainte contre n'importe qui à n'importe quel moment et hop, on ferait démissionner les gens. Enfin, je veux dire, les choses deviennent ingouvernables, ingérables et invivables. Enfin, c'était mieux avant. Je ne sais pas si c'était mieux avant, mais c'est pire maintenant. Alors, on va parler maintenant des catholiques et de la politique, c'est le décryptage. Alors, revirement, cela dit, des évêques, puisque le porte-parole de l'épiscopat avait dit l'autre jour, appelé les catholiques à manifester contre la PMA, et puis on a pris hier finalement que c'était plus compliqué que ça, que au fond, ils disent si les catholiques veulent manifester, ils peuvent, mais que l'épiscopat lui-même ne va pas appeler à cette manifestation. Emmanuel Macron avait appelé lui-même les catholiques à prendre parti dans le débat politique. Au fond, ils le suivent. Oui, mais moi, honnêtement, là, je ne réponds pas sur le fond. Est-ce que la parole des évêques est censée ou pas, enfin, mais que les évêques prennent une position, ça me paraît presque obligatoire, parce que c'est ce que les gens recherchent dans une religion. C'est un peu un cadre et une direction. Alors si à chaque fois on dit non, ça c'est un problème de société civile, à quoi serviraient les religions? Je veux dire, si on est catholique, ça peut être intéressant que la hiérarchie catholique dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Après on vote en sa conscience. Mais je trouve ça absolument logique que la religion. Il n'avait pas fait pour le mariage pour tous. Voilà, il n'avait pas fait pour. Mais c'est bien. Enfin, ils n'avaient pas appelé. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas manifesté, mais ils n'avaient pas appelé à la manifestation. Ils avaient laissé. Là, il y a eu, à un moment, ils reviennent en arrière maintenant, enfin, à un moment, il y a eu un pas de plus sur la PMA. Il est tout à fait normal, enfin, à mon sens, que le pape, comme les évêques, trace une route. Après, on la suit pas. C'est un autre problème. On la trouve agréable ou désagréable, trop tourmentée. Mais c'est bien qu'il y ait un cap. Sinon, à quoi tout cela servirait-il? Chacun est dans son rôle, en effet. Moi, il faut se méfier de cette identification de l'électorat catholique qui n'est pas si compacte que cela. On a toujours du mal à cerner ce que peut être l'électorat catholique parce qu'il est traversé par des biais, par d'autres considérations, notamment des considérations économiques et sociales. Cet électorat n'est pas homogène. Il y a les catholiques urbains qui ont plutôt réussi dans la vie, etc., qui votent comme tous les autres, comme tous ceux qui sont urbains et qui ont réussi dans la vie. Et puis il y a les cathos qui sont un peu en marge de tout ce qui est mondialisation, etc., et qui votent comme tous les autres, comme toutes les autres personnes qui sont sur ce champ économique et social, si vous voulez. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas un vote catholique. Il y a un vote catholique. Il y a un vote catholique au moment de François Fillon, la droite Trocadéro, oui. Elle est très imprégnée par un vote catholique massif. Je crois, on évalue à peu près 46% des cathos qui votent pour Fillon au premier tour de la présidentielle. Bon. Aux européennes, on considère que les cathos ont plutôt penché du côté Macron, du côté Loiseau, à hauteur du côté de Bellamy. Absolument. Le côté Bellamy, je crois que c'est à peu près 20% oui, c'est pour ça que c'est catholique. C'est quand même un vote. Et puis Nathalie Loiseau, c'est 38-39%. Ouais. Voilà. Et de surcroît, ce qu'on pense pouvoir identifier comme cet électorat catholique n'est pas, y compris sur des positions dites sociétales, type mariage pour tous ou PMA, n'est pas aussi radical. Tous les catholiques ne sont pas tous d'accord contre le mariage pour tous ou contre la PMA, par exemple. De moins en moins. Il y a une part de l'électorat catholique qui est de plus en plus libérale sur ces questions. Et on connaît la part le poids de l'électorat catholique, globalement, alors... c'est compliqué à faire parce que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas. Et fort heureusement, qui est-ce qui est catholique? Et fort heureusement, il n'y a pas de statistiques possibles sur les questions d'appartenance religieuse en France, au regard de l'universalité de la notion de citoyen. Mais c'est toujours le chiffre qui circule. On évalue à peu près 6% de la population le volume de catholiques pratiquants ou pratiquants occasionnels. Là, on parle des catholiques pratiquants. 6%.
On l'a vu par exemple au moment où Christine Boutin s'était présentée à l'élection présidentielle. Et là, c'est en effet assez raisonnable d'observer son électorat parce qu'il est très essentiellement un électorat catholique, Parti chrétien-démocrate, etc. Boutin avait fait 340 000 voix. C'est ça, oui. Voilà. C'est vrai que le Parti chrétien-démocrate, qui a été très important en Italie notamment, en France, ça n'a jamais pris, quoi. Il y a eu le MRP. Oui. Mais là, je parle mais si on parle récemment... Boutin, Poisson, etc. Oui, moi, ça me choquerait qu'on résume le vote et la présence catholique à Christine Boutin, quand même. Attention. Non, mais c'était très homogène. Oui, voilà. Il y a évidemment c'est une certaine partie des catholiques. Non, mais il dit très bien. Bien sûr. Voilà, de 360 000 personnes. Il y a évidemment, classiquement aussi, c'est bien autre chose. Du côté de Bayrou, il y a un électorat plutôt catholique. Mais il y a eu un vote de gauche dans l'Ouest, notamment en Bretagne, etc., notamment au municipal. Absolument. Il y a eu un vote catholique de gauche qui a amené des socialistes aux mairies. Il y a même des journaux catholiques de gauche. Donc, voilà. Beaucoup de journaux. La plupart des journaux catholiques sont... Voilà, donc ça existe. Enfin, voilà, donc ne résumons pas, ne caricaturons pas trop les catholiques. C'était très visible. Voilà. C'était vraiment un bloc très, très homogène. Vous pensez que la religion influe comme ça dans le comportement politique? Alors, ce qui me dérange un petit peu, c'est finalement cette immixtion un peu catholique. Je crains malheureusement que ça empêche un certain pluralisme religieux. Je trouve que c'est pas à l'image du paysage religieux français. Ça me dérange un petit peu, pour être honnête avec vous. Alors si on prend l'avis, si vraiment c'est l'avis des catholiques qui nous intéresse. Là, c'est parce que c'est eux qui ont parlé aussi. Oui, mais voilà, c'est un peu... je pense que c'est pas forcément à l'image de notre paysage religieux français. N'oublions pas les racines chrétiennes de l'Europe, quand même. Non, mais dans ce cas-là, pourquoi il n'y a que les catholiques qui parce que c'est le seul organisé aussi. Oui, mais oui, c'est vrai. Il n'y a pas de... oui, mais la mieux organisée. C'est vrai que si un imam dit quelque chose, un autre peut dire autre chose. Je préférerais en tout cas entendre d'autres avis aussi, également. Pourquoi ils ne donnent pas? Il y en a eu, cela dit. Si, ils sont à peu près. Ils étaient à peu près d'accord. Sur le mariage pour tous, par exemple, je crois que les responsables religieux, les autres responsables religieux étaient à peu près d'accord avec. Peut-être pas les protestants. Les protestants sont traditionnellement les plus libéraux, historiquement les plus libéraux sur ces questions-là. Est-ce que vous êtes bourgeois? Au sens macroniste du terme. Non, c'est intéressant cette intervention. Enfin, intéressant, peut-être un peu bête en même temps, mais. C'est tout à fait vrai. Non, mais c'est quand même un peu caricatural, parce que je ne sais pas ce qu'il met derrière le terme de bourgeois. C'est l'embourgeoisement, non? C'est l'embourgeoisement d'un politique, c'est dire. Oui, mais c'est pas parce qu'on comprend bien ce qu'il veut dire, c'est dire faites attention à être à l'écoute de la réalité. Il y a quand même plein de bourgeois qui sont dans ce cas, qui sont à l'écoute de la réalité et qui font des actions, notamment sur des aides sur l'immigration. Donc. Bien sûr, mais ça rejoint un petit peu moi, ce que je reprochais à Jack Lang, que j'aime beaucoup par ailleurs. C'est-à-dire qu'il a magnifié, il a déifié le moindre tagueur qui salopait de tous les murs de France, parce qu'il n'y a jamais eu un tag Place des Vosges où il habitait. Donc on est exactement dans ce cas de figure. C'est-à-dire que le type dit les tags, c'est très bien, avec une sorte de mépris, en disant dans vos banlieues un peu pourraves, vous avez qu'à mettre un petit peu de couleur, ça va être gai, ça va être beaucoup mieux. Mais surtout, ne venez pas dans le quartier du Marais, parce que là, c'est joli. Donc là, on est exactement dans ce cas de figure. Il parle des bourgeois qui ne croient pas à l'immigration, alors que les plus pauvres en sont le réceptacle. Donc voilà, c'est absolument ça. Donc je trouve que la parole du président est d'or. Et derrière ça, il y a aussi, éventuellement, enfin politiquement, un changement de discours sur l'immigration, parce que jusque là, enfin ce qu'on pouvait penser au fond des gens libéraux, c'est qu'ils pensaient que c'était une question économique. Qui se réglerait de manière économique. Or, là, ils ont fait une question politique, et on voit bien, évidemment, l'opposition Macron-Le Pen qui se dessine, et d'aller sur le terrain, justement, du Rassemblement national, non? Oui, il utilise quand même des arguments très sarkozystes. Monsieur Macron. Voilà, oui. Bien raison. La ligne politique française, il y a vraiment une ligne continue depuis 74-76. Ça, alors qui s'exprime de manière à peu près
de manière différente. Il était question de l'immigration de travail avec Giscard. Lionel Stoléru à l'époque, qui avait été, voilà, vous en souvenez, qui était ministre, etc., qui était un type très intelligent, très fort. Vous reprenez ce qui se faisait à l'époque. Le discours utilise des termes différents. Il a pris une résonance, évidemment, qui n'a rien à voir avec, à partir du début des années 80, la montée du Front National sur cette question. Il y a eu en effet une espèce de préemption de la part du FN sur les questions migratoires, qui a fait monter la tension dramatique, monter la sauce à titre clientéliste et politicien. Ça montre en effet la portée de la rhétorique d'extrême droite dans le paysage politique français, mais dans le même temps, si j'ose dire, ça éveille aussi les consciences sur le fait que Michel Rocard l'avait dit, enfin, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais la France doit prendre sa part. On ne cite jamais la deuxième. On oublie la seconde part de la phrase. La seconde partie. Et il y a des questions économiques, et puis il y a des questions. Je suis totalement en accord avec mon collègue et ami Laurent Bouvet. Il y a une question culturelle. Il y a des questions d'identité. Qui se posent, voilà, qui est pourfendue par... Il y a des problèmes qui se posent quand même. Absolument, il y a des questions qui se posent auxquelles il faut apporter des réponses. Et en effet, alors c'est pas nécessairement lié à des questions de migration, mais en tout cas, la question de la... je ne devrais même pas dire de la cohabitation, parce que dans la tradition française, c'est pas de cohabitation qu'il s'agit, c'est d'intégration. D'intégration. Au regard de l'universalité, justement, dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est pas faux de dire que ce sont les individus et les citoyens qui sont dans des situations sociales très compliquées qui subissent le plus, bien sûr. Qui subissent le plus directement ces questions de coexistence qui sont parfois compliquées. Alors, de quelle immigration parle-t-on ? L'immigration choisie, sélective ou l'immigration clandestine? Parce que alors, vous avez raison de poser la question, parce que dans l'immigration, il y a en effet... Les réponses ne sont pas les mêmes. Alors, on confond tout. On confond souvent les réfugiés, les demandeurs d'asile, les immigrés clandestins. Mais c'est vrai que tout le terme immigration, c'est un terme un peu global, mais dans lequel il faudrait en effet... Il faut distinguer. Alors, je pense que là, quand il parle d'immigration, oui, il parle de l'immigration de matière générale, non? Enfin, je crois. Oui. Ouais. Parce que la réponse n'est pas la même. Si on parle d'immigration choisie, d'immigration sélective, je me pose la question, alors de quoi parle-t-on? Dans les zones rurales, c'est vrai qu'on fait souvent appel, par exemple, à des médecins qui viennent de l'étranger, des dentistes qui viennent de l'étranger. Est-ce qu'on parle d'un échec pour ces personnes ou on parle d'immigration? Non, mais il y a une dimension sociale, vous avez raison. Dans le problème de l'immigration, il y a c'est pas en effet les enfants d'ambassadeurs, les médecins, c'est bien sûr, ou les informaticiens, ou les. Voilà. Dans les startups, il y a des immigrés notamment qui ont lancé des startups. Très peu. J'avoue, j'en vois très peu. Ouais. Voilà. Mais vous avez raison de poser la question parce que c'est un terme un peu global. Mais on est aussi dans un débat qui est assez un débat de posture en réalité, où le discours prime sur les actes, parce que au fond, il n'y a jamais eu vraiment de politique d'immigration malgré ce qu'on dit. Ce qu'on appelle l'immigration choisie, avec les quotas, etc. Oui. Ça existe. Ça existe depuis longtemps. Oui. La France accorde des titres de séjour au regard notamment des qualifications professionnelles, si elles existent. De ceux des personnes qui demandent à immigrer en France, qui viennent de l'étranger, au regard notamment il y a un tableau qui existe, qui est consultable, je ne sais pas s'il est sur le site du ministère de l'Intérieur, mais enfin il est d'un accès très simple, au regard d'un tableau qui dresse l'inventaire de ce qu'on appelle les métiers en tension, c'est-à-dire les métiers dans lesquels on manque de main-d'œuvre. Je pense par exemple à ce qu'on appelle les reapers. J'ai appris que ça s'appelait des reapers, c'est-à-dire les personnes qui se tiennent sur les
les camions de collecte des ordures ménagères et qui... voilà. Oui, mais ça s'appelle... Non, parce que Ça a changé. ça s'appelle Reaper. Au sein des éboueurs, il y a les Reapers et il y a le chauffeur. C'est pas la même chose. Jean-Charles. Donc, qui vient de l'anglais, c'est les Américains qui appellent ça. Ben oui, mais c'est le terme officiel. C'est le terme officiel. Il n'y a pas de honte. En préfecture, on appelle ça des Reapers. Et ben le Reaper, par exemple, c'est un métier... avait pris des déjeuners avec des Reapers, alors. Exactement. Enfin, des Reapers. Voilà. Donc, en réalité, ça existe. On dit, il faudrait tendre vers l'immigration choisie, etc. Ça existe déjà. Mais ce qui est peut-être intéressant, il va y avoir un débat donc, à l'Assemblée nationale, sans vote d'ailleurs, enfin, un débat. Mais c'est vrai qu'il vient un moment où finalement les chiffres de l'immigration sont relativement faibles. Il n'y a pas fondamentalement... au regard des chiffres de crise migratoire. Oui, de crise migratoire. Il n'y a pas. Mais il y a une situation, vous aviez raison de la décrire, qui est parfois mal supportée. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne parle pas des succès de l'immigration. On n'arrête pas de parler de ce qui peut être négatif, alors qu'il y a des vrais succès, notamment aussi par des gens qui partent en province, où ça se passe très bien. Enfin voilà, je trouve ça dommage qu'on ne donne qu'une image un peu grise, mais il y a des succès, parfaitement, mais bien sûr. C'est sûr qu'il y en a, mais enfin, c'est pas ce qu'on voit le plus. Parce qu'il paraît, non, mais quand on parle... Pardon ? Il faudra en parler un peu. Il faut en parler. Non, mais on parle toujours des trains qui arrivent en retard en France. Non, mais quand on parle du problème de l'immigration, c'est en effet pas la question du succès qu'on aborde. Oui, mais il faudrait quand même avoir un paysage un peu global de la situation. Oui. Et puis arrêtons peut-être un peu l'hypocrisie. On est peut-être dans une logique prospective, électorale, et donc on se dit peut-être que... il y a sans doute quelque part... Il y a les municipales dans quelques mois. Mais ça va être intéressant d'ailleurs, parce que quels vont être les thèmes de la prochaine présidentielle, et alors que c'est pas dans les premières préoccupations d'après les sondages, mais enfin, il faut se méfier des sondages, parce que quand les gens disent c'est l'écologie qui nous préoccupe, je crois que c'est aussi pour faire bien qu'on répond ça, mais... Pour faire bien, on est quand même sacrément en danger. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est bien, mais... C'est aussi un discours sur lequel on va toujours affleurer, beaucoup trop moucheté, parce qu'on a peur, on dit si je dis ça, on va me traiter de ceci, si je dis ça, on va me traiter de cela. Et c'est aussi sur le déclaratif des gens, on leur dit est-ce que l'immigration... Même sur les sondages, il y a une réponse qui n'est pas la bonne, mais on voit bien quand même qu'il y a des problèmes posés par une non-assimilation d'une partie de la population. Donc ça, on peut toujours dire qu'il y a des succès, bien sûr, il y a des succès. Intégration, assimilation. Voilà. Il y en a plein, mais des gens pas intégrés, il y en a. Ça ne manque pas, et c'est ça qui pose problème. C'est effectivement pas le tout-bit qui... Oui, non, mais de combien de personnes on parle? On parle des gens dans les villages, mais quand même, deux femmes voilées dans un village de fin fond de la Normandie, c'est comme s'il y en avait 20 000 à Paris. Peu importe le nombre. C'est l'impression qui compte. Et c'est comment les gens ne ressentent pas ça. L'immigration ressentie comme la température. Mais c'est exactement ça. C'est tout à fait comme l'insécurité, c'est ça. On ressent les choses. Après, est-ce que c'est réel? Je ne sais pas, mais les gens le ressentent. On passe à l'éclairage. Et on va parler de start-up et d'avocats. Alors, Magdalena Mocondu, on va parler avec vous des startups, puisque le président de la République a reçu ce qu'on appelle la French Tech, et que 5 milliards d'euros d'investissement institutionnels vont être donnés, si je peux dire, aux startups. C'est important d'aider les startups. C'est effectivement important. Aider une start-up, c'est important pour l'innovation qui est facteur de croissance et d'emploi direct, voire indirect. Moi, ce qui me pose un petit peu problème, si vous voulez, c'est qu'on parle effectivement de montants exorbitants. 5 milliards, c'est très très bien. Mais qu'on parle également, je cite, de licornes. Oui. Il faudrait peut-être expliquer qu'est-ce qu'une licorne, parce qu'on ne peut pas les citer, ces licornes en question. On peut les citer ici ou pas? Facebook, Google, voilà. Ce qui fait vraiment rêver. Et on parle aussi... C'est les GAFA? Les GAFA, voilà. Oui, voilà. Comment on peut dire que c'est ça? Les GAFA, exactement. Et c'est pas ceux qu'on va aider, ceux-là? Ben justement, j'espère que ce ne sont pas celles. Non, la liste est tombée. On sait très bien qu'il n'y a pas Google. Non, il n'y a pas. On sait très bien quelles entreprises vont être aidées. Ah non, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, l'objectif. Non, puisqu'on va leur prendre des impôts. Encore plus. Non, mais la liste est tombée. On sait exactement où vont aller les 5 milliards. Donc, voilà. Non, mais l'objectif, si vous voulez, c'est d'ici 2020. Je crois que c'était le 2025. 2025 d'avoir des licornes en fait. Oui, c'est ça. C'est le mot licorne en fait
fait, qui m'interpelle un peu plus. Licorne, c'est quoi? C'est les leaders. C'est une start-up qui a réussi, qui est valorisée à plus de d'un milliard. Un milliard. Voilà, exactement. Et à quelle start-up on va sélectionner? Est-ce qu'on va sélectionner les start-up qui sont early stage ou on va plutôt sélectionner des start-up matures? C'est vraiment, moi, la question qui me taraude, qui est très importante. Mais a priori, tout ça a été fait, puisque n'ont été sélectionnés que les start-up qui avaient levé un minimum de 150 millions d'euros. Enfin, je veux dire, on sait tout ça, il n'y a pas de surprise. Non, mais l'idée, c'est un peu ça. C'est justement peut-être de lutter ou de donner une concurrence aux GAFA. Enfin, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est quand même l'Amérique, les États-Unis qui dominent le monde de la nouvelle technologie. Non ? Si vous voulez, ces startups ont déjà prouvé, les startups dont vous parlez ont déjà prouvé la viabilité de leur business model. C'est très bien. On est plutôt dans des startups qui sont dans une stratégie de déploiement, d'industrialisation, on est d'accord ? Et donc, ce ne sont pas forcément ces entreprises, ces startups qui ont des difficultés pour faire des effets de levier. Les startups qui ont beaucoup plus de difficultés sont des startups qui sont early stage, c'est-à-dire très en amont, et ce sont ces startups qui ont besoin d'aide. Donc, mais vous, par exemple, comment ça se passe quand vous avez créé votre startup UBIS? Alors, en l'occurrence, quand vous êtes incubé, et ça a été mon cas, j'ai eu la chance d'avoir des avances remboursables. Je ne vais peut-être pas pouvoir citer et dire de qui j'ai eu ces avances remboursables, mais si vous voulez, la situation financière d'un entrepreneur, d'un start-upper est très complexe. Si on veut le matérialiser, on a une courbe qui est très convexe et à un moment donné, à la base de cette courbe, l'entrepreneur va se demander, dois-je continuer ou arrêter? Parce qu'il va y avoir des difficultés pour lui pour trouver justement ces effets de levier. Donc aider des entreprises... C'est très différent des autres entreprises, ça, après tout. Quel type d'entreprise? Toute entreprise qui se crée. Toute entreprise qui se crée, évidemment, il y a des investissements, il y a des risques. Un mec qui veut fabriquer des boulons, c'est pas ça. Une maison d'édition qui n'est pas une start-up. J'ai probablement les mêmes soucis que vous. Il y a un moment, on se dit, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'aide. On a du mal. Comment? Et vous n'avez pas d'aide. Voilà. On vous incube pas. J'ai pas d'aide et je ne fais pas partie de la Startup Nation, hélas. Donc, financièrement, en tout cas. Mais là, encore une fois, on ne peut pas toujours tout critiquer. Je trouve que c'est très bien que, comme le disait Patrice Carmouze, tout ce domaine-là est préempté par les États-Unis. Là, on a des startups qui ont fonctionné, qui ont fait un travail remarquable, qui ont levé de l'argent, qui ont du mal à franchir le pas suivant. Ok, ça sera très bien de s'intéresser aux startups débutantes, aux bébés, c'est très bien, mais c'est autre chose. Là, c'est pour lutter contre les États-Unis, pour développer tout ce qui est intelligence artificielle, pour développer la recherche, etc. On est fort techniquement et on est faible économiquement. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne faudra pas s'occuper un jour des entreprises qui se créent avec un demi-ordinateur et 2 personnes. C'est très important. Mais là, on est sur un autre niveau, donc c'est très bien. On a donné de l'argent et on se lance et on va essayer de faire jeu égal avec les États-Unis. Et bravo. Est-ce que, alors moi, la question que je me pose, c'est licorne, oui, très bien. Alors, mais le risque, c'est quoi? C'est que finalement, ces licornes aussi, pour beaucoup, s'érigent un peu en bastion inexpugnable, avec un risque de frein à la concurrence et de frein à l'innovation. On en a beaucoup parlé. Oui, mais enfin, comme vous le disiez très justement, ça va être, ces boîtes-là, avec cet afflux d'argent, vont être créatrices de richesses et d'emplois. Il y a des gens qui vont rentrer dans ces start-up, qui au bout de 4 ans auront pris tout ce qu'il y avait à prendre de ces start-up et qui iront fonder une plus petite, etc. Et ça sera un cercle vertueux. Sinon, on ne fait plus rien. Enfin, non, pas du tout. Moi, je suis plus pour ce que j'appelle une forme de démocratisation économique, une décentralisation économique en aidant le plus grand nombre, tout simplement. Voilà. Mais c'est d'une stratégie politique différente. Les 5 milliards sur Moi, je pense sur que tout le monde, je pense que c'est l'agrégat des startups en aidant beaucoup de startups qu'en misant que sur quelques startups. Voilà. Mais là, c'est plus une stratégie, semble-t-il, d'État, et qui pourrait être une stratégie européenne d'ailleurs, enfin plus que nationale, mais qui est en effet de faire une concurrence. On parle des avocats? Juste une question. Il y a combien de startups qui ont été retenues? Qui vont être aidées, je crois qu'il y a une liste de 100 ou 150. Les avocats, la grève des avocats, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des privilégiés qui vont dans la rue. Alors, privilégiés, déjà, on va peut-être resituer les choses. C'est pas parce qu'il y a des avocats très médiatiques qui gagnent beaucoup d'argent que tous les avocats sont à la même enseigne.
C'est un problème de retraite, hein, oui, c'est un problème de retraite. Non, mais c'est sur privilégié là que je. Oui. Non, la manifestation portée sur la retraite. Voilà, la manifestation portée sur la retraite, puisque la retraite est de faire une retraite unique pour tout le monde et de combattre en fait et de supprimer les régimes spéciaux. Alors nous, sur notre retraite des avocats, nous sommes une caisse autonome. Donc on n'est pas un régime spécial, puisque on suit la loi sur l'âge de départ à la retraite, sur un certain nombre de points, mais on a une caisse autonome de financement de nos retraites, qui est la CNBF, la Caisse nationale des barreaux français. Cette caisse a une trésorerie de 2,7 milliards. Oui, elle est donc très... Elle est très florissante par nos cotisations, puisqu'il n'y a que les cotisations des avocats. Donc vous ne voulez pas payer pour les autres, en gros. C'est pas qu'on ne veut pas payer pour les autres, c'est que, à la limite, si on payait pour les autres, mais là, dans la réforme, pour le moment, nos retraites, on paye à peu près des cotisations de 14%. Alors, il faut juste préciser par rapport... pour les professions libérales, en général, on n'a pas d'employeur. Donc, nous, on paye... contrairement aux salariés, on paye par salarial et par employeur en même temps. Donc on paye tout. Donc actuellement, on est à 14% de cotisation sur nos revenus. Et là, on va passer à 28% de cotisation sur nos revenus. Donc on va doubler les cotisations. C'est énorme. Et c'est énorme pour les petits cabinets. Donc je pense qu'il va y avoir des petits cabinets qui vont fermer boutique. Moi, je vois ma collaboratrice qui me dit écoutez, moi, si finalement c'est travailler pour ne payer que mes cotisations, je vais aller voir ailleurs et je vais arrêter d'être avocate. Donc je pense que c'est de la RATP. Alors, on ne finance pas la RATP. Nous, notre caisse finance les artisans, on finance un certain nombre d'autres caisses de professions libérales qui sont en déficit. Mais c'est un des problèmes de la volonté de regrouper, au fond. Donc, ce que l'on dit, c'est qu'on n'est pas un régime spécial, on est une caisse autonome, on s'autofinance, et surtout, on a un régime qui est un régime avec une partie de solidarité, c'est-à-dire qu'on a une retraite de base qui donne des pensions, la même pension pour tous les avocats, quel que soit leur revenu, qui est de l'ordre de 1 500 €, ce qui est quand même pas trop mal par rapport à un certain nombre de retraites. Et ensuite, sur la complémentaire, c'est en fonction des revenus qui nous donne des points. Donc, honnêtement, je ne vois pas très bien pourquoi on supprimerait cette caisse qui ne coûte rien à personne, puisque nous, on n'est pas financé du tout par les fonds publics, comme la RATP, la SNCF, etc. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi on va nous supprimer cette caisse. C'est la raison de la colère des avocats, et vous étiez très nombreux dans la rue. Mais on vous voit d'ailleurs sur la photo. Absolument, et tout, donc, avec une partie, donc on était 6 avocats sur 8 à être en grève. Qui sont les deux jaunes? Les deux jaunes. Les deux qui ne sont pas venus des cabinets. Ah, les deux jaunes, mais il y en a une qui était en plongée à Porquerolles, donc c'était pas mal. Voilà la misère des avocats. On va passer. Alors on en reparlera parce que on parlera plus abondamment de la question des retraites. On va passer au duel, si vous voulez. Alors, on est tombé sur un article du Monde qui nous dit que la voiture plaisir, c'est fini. On ne vend plus de décapotables, de cabriolets. Est-ce que c'est triste ou pas? Jean-Charles, vous pensez que c'est triste qu'on abandonne là? Alors, on va faire un duel, c'est entre vous qui pensez que c'est triste et Stéphane Monson qui s'en fout un peu. Qui est même content. Le mot est faible, je m'en fous complètement. Alors, Jean-Charles. La voiture plaisir, bien évidemment, parce que d'abord, c'est quasiment une invention française. Je veux dire, tout le monde aime bien, on est bien dans sa voiture. La voiture, c'est quand même l'indépendance, c'est le plaisir d'avoir une belle voiture, et c'est surtout la liberté. Alors, la liberté pour vous d'avoir une poubelle... D'aller vite aussi, non? Non, la liberté d'avoir une poubelle et de rouler dans un truc dans lequel je ne voudrais même pas monter. Et puis, ma liberté d'avoir une voiture que je trouve jolie, qui est agréable, etc. Et je n'ai jamais vu quelqu'un dire « Non, je ne veux pas monter dans ma voiture ». Moi, souvent, j'ai préféré prendre le train plutôt que de rentrer avec vous. Voilà, la voiture...
voiture plaisir, ça peut exister, mais il faut en avoir une encore. Bon, et il faut avoir cette volonté. Mais au-delà de l'anecdote, la voiture plaisir, c'est surtout la voiture liberté. C'est la liberté de se déplacer quand on veut, comme on veut. Alors, je sais bien qu'il y a cette espèce de... Ça va être compliqué dimanche à Paris. Mais oui, mais il va y avoir cette espèce d'écologie punitive qui va bientôt devenir une écologie dictatoriale, où on a Jadot qui nous dit qu'il va falloir décider que les gens voyageront en transport en commun et pas autrement. Donc là, on est dans une écologie où il n'y a plus de plaisir du tout. Bon, moi, vu mon âge, j'espère que je serai mort avant que ces gens-là aient pris le pouvoir. Mais voilà, donc je revendique le fait d'être au volant de ma voiture, d'être avec qui je veux dans ma voiture, et pas comme dans le métro avec des gens que je n'ai pas choisis. Et voilà, donc je suis content, je roule et j'ai plaisir à y aller. Là, je vais quitter l'émission de télévision, je vais aller où je veux, comme je veux, je n'ai pas à me soucier d'horaire. Il faut que Stéphane réponde, parce que sinon on ne va pas avoir le temps. Oui, pardon. Pardon d'exister, Jean-Charles. Ma poubelle m'attend et vous permettrez que je m'exprime aussi. Là, c'est vrai, la voiture, c'est génial. La voiture, en plus décapotable, etc., qui permet de respirer le bon air pur de nos zones urbaines, de nos villes. C'est vrai qu'il m'arrive de prendre mon véhicule terrestre à moteur pour me rendre à mon travail, à la faculté de droit. Et j'ai la chance d'habiter à 5 km de mon lieu de travail. Et il m'arrive de mettre 30 minutes. C'est vrai que c'est un plaisir génial de rouler moins vite, d'arriver moins vite que si j'y allais à pied. Alors pourquoi n'irez-vous pas à pied? Et bien parce que j'y vais à pied lorsque je le peux. Voilà. Donc. Mais c'est vrai que je prends un plaisir non dissimulé dans une poubelle à être à l'arrêt. Et puis surtout, la voiture, ça ne coûte rien. C'est ça qui est génial, ça ne vous coûte rien. C'est un plaisir, alors tout plaisir a ses coûts. Pour moi, la voiture plaisir, c'est la voiture autonome. C'est la voiture dans laquelle je vais monter et qui me conduira sans que moi je conduise. Pendant En fait, ce temps, votre rêve, c'est d'avoir un chauffeur. C'est pas loin d'être vrai. Donc vous aviez les transports publics jusqu'à présent. J'allais vous dire, j'ai un chauffeur de métro, un chauffeur de bus, un chauffeur de RER, qui globalement ce sont des systèmes qui fonctionnent pas si mal. Vous savez, il faut aller voir souvent ailleurs comment ça se passe. Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Oui. Alors, le débat est terminé. Un mot, Florence et Magdalena, vous aimez la voiture? Moi, je préfère la moto, donc tant que... oui, c'est la moto plaisir. Voilà, moi, c'est la moto plaisir. J'aime beaucoup, mais j'avoue que j'ai hâte de voir le véhicule autonome arriver. Ah bah oui. Et il faut quand même dire qu'il y a plus de pollution. Il y a plus de pollution dans le métro que à l'extérieur, dans la ville. Sur le faiseur de points. Exactement. Donc, Mais Charles, vous avez... Ah se roule en toute connaissance de cause. Mais par contre, il faut qu'on se dépêche, puisque à Dubaï, on teste le drone déjà. Le taxi. taxi. Oui, il faut qu'on se dépêche quand même un petit peu. Vous serez déposé à votre boulot en même temps qu'un paquet Amazon. Oui. Avec un sandwich. Le drone, avec un sandwich. Madame a déposé, c'est une livraison de bouquins avant. Et un peu de nourriture, parce qu'il livre déjà de la nourriture. Merci beaucoup à tous les quatre. L'émission est terminée. Merci beaucoup Magdalena Monconduit, Stéphane Monson, Jean-Charles Lajoigny et Florence Mercadet. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.